Plusieurs questions se suscitent, chers téléspectateurs. Quel scénario se dessine désormais autour du détroit d'Ormuz? Quel rôle les Nations Unies et les puissances régionales peuvent-elles jouer pour favoriser une désescalade? Et quelles conséquences cette crise pourrait-elle avoir pour l'Égypte et le canal de Suez? Et pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Monsieur l'ambassadeur Moataz El Ahmadein, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Monsieur Razi, comment ça va aujourd'hui? Merci pour m'avoir invité. Merci à vous. Alors, premièrement, la crise entre les États-Unis et l'Iran semble connaître une nouvelle escalade. Comment analysez-vous la situation actuelle et le rapport de force entre les deux pays? Commençons par la deuxième partie de la question. Bien sûr, théoriquement, le rapport de force est en faveur des États-Unis, mais cela est théoriquement. Sur le terrain, l'état des choses est un peu différent, car les États-Unis n'ont pas parvenu à réaliser aucun des objectifs de la guerre. Oui. En effet, l'Iran est bien entré dans sa propre région. L'Iran a déjà subi l'expérience d'une guerre asymétrique au niveau militaire, politique et économique pendant plusieurs années depuis la révolution. Et bien sûr, l'Iran fait face à un conflit existentiel où ils n'ont pas le choix de céder. D'autre part, les États-Unis, ils font une guerre, ou ils mènent une guerre avec leurs alliés israéliens. Ce n'est pas une guerre propre aux États-Unis. D'autre part, ils ont leurs forces très loin de leur région de domination qui est l'ouest du globe ou la partie occidentale du globe. Et bien sûr, ils sont vulnérables à l'usure que représente cette guerre. Et là, on vient à mon évaluation de la situation. À mon avis, toutes les probabilités sont ouvertes. La guerre n'a pas encore fini, mais la plus proche probabilité est qu'on est dans une guerre d'usure qui va durer longtemps, et il faut boucler les ceintures pour supporter toutes ces ramifications. Oui. Quand on parle du détroit d'Ormuz au sein de ce conflit aujourd'hui, pourquoi ce passage maritime revêt-il d'une importance primordiale pour les États-Unis, l'Iran et le reste du monde? Alors, effectivement, le détroit d'Ormuz a une importance principale parce que, premièrement, il contrôle au moins 20% du commerce mondial du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Oui. D'autre part, bien sûr, par ces 20% qu'il contrôle du commerce du pétrole et du gaz, il contrôle aussi une grande partie du commerce mondial des hydrocarbures et des industries liées à l'industrie des hydrocarbures, comme le hélium, l'aluminium et beaucoup de produits qui entrent dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie mondiale. Oui. À part ça aussi, bien sûr, les pays du Golfe, qui sont les pays, un groupe de pays des plus riches du monde, dépendent de leur commerce, de leur approvisionnement des marchandises normales, du détroit d'Ormuz aussi. Alors, tout cela fait que le détroit d'Ormuz contrôle une grande partie du commerce mondial tout court. Quand on parle de l'Iran, l'Iran affirme maintenir son contrôle sur le détroit d'Ormuz, tandis que Washington exige la reprise totale de la navigation de libre navigation. Jusqu'où peut aller ce bras de fer entre les deux côtés sans provoquer une confrontation militaire plus large et sans également peser sur l'économie mondiale? Premièrement, le conflit pèse sur l'économie mondiale depuis le commencement de l'agression contre l'Iran le 28 février dernier, et même avant, il y avait une agression en juin 2025, et il y a toujours des sanctions contre l'Iran depuis 1979. Maintenant, on ne peut pas dire que la guerre s'est arrêtée, et c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec l'hypothèse que on peut supporter
cette guerre jusqu'à maintenant qui s'est atténuée ou qui s'est transformée en une guerre d'usure. Dans n'importe quelle minute, on peut faire face à une guerre plus ouverte. Oui. Ce qui s'est passé d'ailleurs il y a 2-3 semaines, ce qui se passe toujours avec les bombardements probables américains et les attaques iraniennes, qu'ils soient contre les navires qui passent au détroit d'Ormuz ou bien contre les bases américaines dans les pays arabes du Golfe. Alors là, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on a pour longtemps et ça va durer pour un certain temps parce que on a en Iran un régime qui ne peut pas céder, qui est devenu plus extrémiste après l'assassination du guide de la révolution et l'accession de son fils comme le nouveau guide de la révolution. Et d'autre part, on a aux États-Unis un président combatif et capricieux qui n'accepte pas la défaite et qui n'imagine pas que quelqu'un ou quelques pays pourraient dénier ou ne pas exercer ce qu'ils demandent. Oui. Alors là, bien sûr, c'est une recette pour une guerre qui va durer longtemps. Oui. Quand on parle également du point de vue du droit international et de la liberté de navigation, quels sont les droits de l'Iran, des États riverains et des navires étrangers dans le détroit d'Ormuz? En ce qui concerne les navires étrangers, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a le mouvement ou le passage inoffensif dans les détroits internationaux. Mais en cas de guerre, il y a le droit des pays riverains à vérifier si cette navigation est offensive ou inoffensive, et ils ont le droit d'arrêter les navires et de vérifier si ces navires contribuent à la guerre qui est menée contre ces pays-là. Mais tout ça n'est pas tout à fait applicable au détroit d'Ormuz, car l'Iran n'est pas partie à la Convention du droit de la mer, ni les États-Unis non plus, qui est l'autre partie de la guerre, ne fait pas partie à la Convention des droits de la mer. Alors là, la situation en droit international n'est pas aussi claire que certains le prétendent. Bien sûr, le droit international coutumier s'applique, même si les États riverains ou les États qui font partie à la guerre ne sont pas membres de la Convention, mais quand même, si les États ne sont pas membres de la Convention, alors là, on ne peut pas les obliger à la respecter. Quand on parle de la fermeture ou de la forte perturbation du détroit d'Ormuz, elle affecte directement le transport mondial d'hydrocarbures. Quel pourrait être l'impact d'une crise prolongée sur les prix du pétrole et du gaz naturel? Maintenant, la crise est déjà prolongée. La crise a commencé le 28 février. Il y a maintenant 5 mois que cette crise persiste. L'impact sur le prix des hydrocarbures est bien sûr, on peut le sentir dans les marchés internationaux, dans le prix du carburant partout dans le monde, y inclut l'Égypte et bien sûr aux États-Unis, ce qui affecte bien sûr les décisions du président des États-Unis. Mais il y a encore un facteur plus dangereux qui est que le président des États-Unis essaye de bénéficier par la fluctuation des prix du pétrole. Alors un jour il sort une déclaration qui dit qu'il va tenter d'entrer dans un accord et une solution diplomatique. Un autre jour il fait une escalade de déclarations et il menace de bombarder même pas seulement l'Iran, non pas seulement l'Iran, mais même Oman, comme ce fut le cas hier, ce qui bien sûr est reflété dans les marchés internationaux avec une hausse des prix du pétrole. Pendant ce temps, le président américain vend le droit d'accès à ses tweets et à ses posts avec à quelques secondes de prix aux compagnies d'investissement à Wall Street et partout dans le monde pour gagner un peu plus d'argent et les permettre à essayer de mettre d'investir sur la fluctuation des prix du pétrole.
Alors là, bien sûr, tant que le président des États-Unis bénéficie sans rendre de compte à propos de cette guerre et de la fluctuation de prix et de toutes ces enchères, la guerre continue. Oui. Quand on parle du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, est aujourd'hui très inférieur à son niveau d'avant cette crise. Quelles conséquences cette situation peut-elle avoir sur le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier? Bien sûr, le commerce, les chaînes d'approvisionnement et le commerce maritime international est dans un état d'étouffement à peu près complet. Il y a les prix de l'assurance sur la navigation maritime qui a plus que doublé depuis le commencement de la guerre. Il y a bien sûr la navigation maritime qui a été très limitée, que ce soit dans le détroit, à travers le détroit d'Ormuz ou maintenant à travers le détroit de Bab el-Mandeb et du canal de Suez. Et bien sûr, tout cela a bouleversé les marchés mondiaux. Et tant que les États-Unis continuent cette guerre et n'acceptent pas la vérité qu'ils n'ont pas réussi à réaliser leurs objectifs. Leur objectif principal d'ailleurs était le changement du régime en Iran. Tous les autres objectifs étaient des prétextes pour servir à cet objectif du changement du régime. Et maintenant, ils ont un problème additionnel qui est la fermeture du détroit d'Ormuz, qui était ouvert jusqu'avant la guerre et même après le sort de cessez-le-feu qui a été brisé maintenant depuis le 8 juillet. Il était ouvert à quelques reprises, sauf que Israël avait recommencé son agression contre le Liban et les États-Unis même avaient recommencé le blocus contre l'Iran, ce qui a mené à la fermeture complète qu'on subit du détroit. Parfait. Plusieurs incidents impliquant des navires commerciaux ont été signalés récemment, des attaques contre des navires commerciaux. Ces incidents risquent-ils de transformer la crise en une véritable crise internationale de la sécurité maritime ou ses répercussions sur les assurances de navigation maritime? Bon, la crise est déjà une crise mondiale. Elle a des ramifications et des impacts directs sur et le coût du transport maritime international. Il inclut le prix des assurances sur la navigation dans cette région et même dans les autres régions, sur le marché mondial du pétrole et le marché de tous les produits qui dépendent de l'énergie, bien sûr, pour fonctionner. Parfait. Quel rôle les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, le Qatar et le Oman, peuvent-ils jouer pour empêcher une escalade régionale? C'est une excellente question, mais il faut prendre compte que quand on parle des pays du Golfe maintenant, la question est un peu plus compliquée, parce qu'auparavant, tous les pays du Golfe avaient une position commune sous l'organisation sous-régionale, le Conseil de coopération du Golfe. Mais maintenant, il y a plusieurs mois, il y a une compétition ouverte et quelquefois dissimulée entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui affecte la position des pays du Golfe. Alors, on a des pays du Golfe qui qui sont pour une escalade contre l'Iran, pour en finir une fois pour toutes avec le régime iranien. Il y a d'autres pays du Golfe qui ont subi les effets de la guerre et trouvent qu'il faut plutôt faire recours à une solution diplomatique. Alors là, on a le Qatar et le Oman principalement, ils sont pour la médiation, ils sont appuyés par l'Arabie Saoudite, théoriquement par les Émirats Arabes Unis, mais il y a des rapports de la presse internationale que les Émirats Arabes Unis ont participé à quelques frappes contre l'Iran pour répondre aux frappes iraniennes contre les bases américaines aux Émirats Arabes Unis. Aussi, l'Arabie Saoudite a déjà frappé
les milices irakiennes qui avaient participé à des frappes contre l'Arabie Saoudite, et bien sûr la région risque d'exploser de plus en plus avec toutes ces confrontations. Et parlons du Yémen, bien sûr, et de la rivalité entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à Bab el-Mandab, ou dans l'entrée sud de la mer Rouge, avec toutes ces alliances entre l'Éthiopie, Israël et d'une façon ou d'une autre les Émirats Arabes Unis, d'autre part l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Soudan. Tout cela bien sûr menace de compliquer les choses plus qu'elles sont déjà compliquées. Quand on parle du rôle de l'Égypte, compte tenu de son rôle régional et de son expérience diplomatique, peut-elle jouer un rôle dans les efforts visant à réduire les tensions entre Washington et Téhéran? L'Égypte a déjà joué ce rôle. Elle a entamé les communications avec l'Iran au début des pourparlers qui ont mené à l'accord de l'entente. C'est l'Égypte qui a ouvert la voie à contacter le Basij, les forces des gardes de la révolution en Iran. Oui. Et puis la médiation s'est entamée avec le Pakistan, la Turquie, le Qatar et l'Égypte. Quand le ministre des Affaires étrangères égyptien communique avec son homologue américain ou avec les représentants du président américain pour le Moyen-Orient, comme Steve Witkoff ou son gendre Jared Kushner, après les pourparlers à propos de la question palestinienne, le premier sujet dans ces communications est bien sûr l'Iran et la médiation à propos de l'Iran. On sait que le gendre du président Trump était en Égypte et puis il est allé en Israël. Je suis certain que la question de la médiation et de l'atténuement de l'escalade a été un des sujets importants de ces négociations entre Kushner et les responsables égyptiens, et aussi entre Kushner et les responsables israéliens. Mais la différence, bien sûr, est que l'Égypte demande la médiation et l'atténuement de l'escalade, mais Israël, bien sûr, incite à reprendre la guerre contre l'Iran. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Moataz Lahmadine, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.